La fièvre des sucres est un podcast acéricole qui donne la parole à ceux et celles qui produisent le sirop d'érable. Le but est de mieux comprendre les défis actuels en acériculture et de valoriser les meilleures approches permettant d'améliorer les rendements et la qualité du sirop. La fièvre des sucres vous est présentée grâce au groupe Canatrac qui vous invite à penser Kubota quand vous travaillez dans le bois. Sainte-Agathe, Mont-Laurier, Mirabel, Joliette, Québec, Rimouski et Bécomo. Dans ce 13e épisode, Michael Gagné et David Bolduc rencontrent Joël Boutin, qui est technologue, formateur et conseiller du Club d'encadrement technique acéricole des Appalaches. Une rencontre enregistrée dans le cadre de la journée acéricole d'Expo Barbecue Bellechasse, un rendez-vous agricole qui fêtait en 2025 son 40e anniversaire. Avoir la chance de discuter d'acériculture avec Joël Boutin, c'est à tous les coups vivre des échanges stimulants qui donnent le goût de dépasser nos limites. Avec Michael et David, Joël discute de ses réflexions en ce qui concerne l'hygiène du réseau de collecte, des impacts des types de météo sur la production des érablières, de l'équilibre que l'industrie est en train de trouver dans l'usage du haut vacuum, ainsi que de plusieurs grands principes permettant d'optimiser une exploitation acéricole. Cet épisode de La fièvre des sucres vous est présenté grâce à la participation de Lapierre, fière de soutenir ceux qui font couler la passion et la tradition du sirop d'ici. Ainsi que la Débâcle, qui offre la seule tote en acier inoxydable qui optimise les transports et la conservation, ainsi que plusieurs autres produits innovants. Et les entreprises forestières Serge Bureau, qui offrent des services de récolte forestière, de planification et de prescription pour vos travaux d'aménagement acérico-forestier. Bonne écoute de ce 13e épisode du podcast La fièvre des sucres. Bienvenue à une saison du podcast. On continue notre saison. On reçoit Joël Boutin, live en fait de l'Expo Barbecue Bellechasse. Ça nous fait plaisir d'être là pour partager un peu nos expériences acéricoles, surtout recevoir Joël, parce que Joël est un professeur ici à Saint-Anselme, puis il est aussi directeur d'un club d'encadrement technique. Fait que j'aimerais ça, Joël, que tu te présentes en premier pour le peu de monde qui ne te connaissent pas dans le milieu acéricole. Merci pour l'invitation aujourd'hui pour commencer. Moi, je suis technologiste agricole. J'ai fait mes études à l'ITA à la Pocatière. Fait que je suis spécialisé en agriculture et après ça, je me suis spécialisé encore un peu plus en acériculture. Fait que ma vision était au départ très au point de vue de l'aliment qui est le sirop d'érable. Puis comme il est en forêt, ben après ça, je me suis intéressé à comprendre comment la forêt fonctionnait. Ça fait que c'est particulier parce qu'on fait un aliment qui a une très bonne réputation, mais dans le bois. Fait qu'on est des bûcherons cuisiniers, ce qui est très particulier. Puis la suite de ça, c'est que j'ai toujours été amené à enseigner parce que dès la première année où j'étais à l'ITA, mon ingénieur forestier, qui était Luc Desbiens à l'époque, il disait « La fin de semaine, Joël, qu'est-ce que tu fais? Il faut savoir que la Pocatière, c'est une ville d'étudiants. Mais la fin de semaine, tout le monde s'en va. Sauf ceux-là qui restent trop loin. Moi, je viens de Montréal, puis la fin de semaine, je ne retournais pas chez moi. Fait que j'étais disponible, fait que mon ingénieur, il m'amenait avec lui, puis lui, il donnait déjà des formations la fin de semaine sur plein de sujets acéricoles. Puis moi, j'étais celui qui transportait la régine. Puis il dit « Écoute, puis un jour, peut-être que tu parleras. » Puis j'ai fait ça pendant quelques années. Puis à la fin, lui, il a dit « Ben, c'est à ton tour. » Fait que j'ai commencé à enseigner comme ça. Puis j'ai jamais arrêté. J'ai commencé en 84 à enseigner comme ça là, avec lui. Puis avec les années, ben je me suis promené dans toutes les régions du Québec là, à propos de tout ce qui touchait aux érables. Puis tu t'as acheté ton érablière pas longtemps après ou tu t'es promené un peu partout? On s'est promené, puis on s'est fixé en 95. Ici, l'école est à Saint-Anselme. Si on fait 10 minutes vers l'est, là, c'est le village de Saint-Gervais, puis j'habite à Saint-Gervais. Puis sur la ferme, il y a une érablière. Puis ça, c'était très important. Puis dans le choix, quand on magasinait pour acheter une ferme, on goûtait à l'eau pour que l'eau soit bonne et on allait marcher la forêt.
Et si la personne, elle disait, t'aurais dû voir ça, on a sorti 50 vannes de bois, ouais, c'est ça. Il reste juste des souches, on s'en allait. Tu avais plus le choix dans le temps de ce qui était à vendre qu'aujourd'hui. Ouais. Oui. Aujourd'hui, quand il y a une érablière à vendre, c'est plus une question de qui, au plus fort la poche, à qui va l'acheter. Là. Ouais. C'était, ici, le modèle de Saint-Gervais, là, c'est des lots de l'époque du régime français, là. Ça fait que c'est des terres d'1 000 de long, 2 arpents de large. Souvent, les voisins se sont fusionnés, mais moi, j'ai une des derniers lots d'origine. C'est vraiment juste 2 arpents de large, ma ferme. Fait que l'érablière, elle a 400 pieds de large par une certaine profondeur. T'es au bout de la terre. Puis elle était au bout de la terre. Puis les gens qui vivaient là, ils vivaient simplement. Il y avait 10 vaches. Ils faisaient tous les travaux avec des chevaux. Mais la sucrerie, le drainage était imparfait. C'était un bœuf qui faisait la tournée. Fait que quand on arrivait dans mon érablière, j'avais la cabane à sucre puis la cabane à bœufs. Puis dans la grange, j'ai tous les colliers là, pour entraîner des veaux, des styres, jusqu'à temps que ce soit des bœufs. Fait que là, toi, t'es arrivé, t'as-tu installé de la tubulure en commençant? Ça a-tu été déjà de l'exploitation, disons, industrielle, entre guillemets, là, mais... J'avais un grand dilemme. La plupart des gens qui enseignent ou qui ont des responsabilités comme conseiller, je suis devenu conseiller de club aussi, quand ils ont leur propre érablière, à un moment donné, quand ils essayent de faire les deux, c'est difficile. Fait que pendant plusieurs années, on a regardé l'érablière, puis on a dit un jour. Puis là, je faisais mon travail d'enseignant et de conseiller. Puis maintenant, on a pensé à l'opportunité de faire bouillir notre eau chez le voisin. Là, on a dit, OK, si on s'installe, on met ça sur les tubes, parce que c'était des chaudières avant nous. L'eau, elle va descendre chez le voisin, il va bouillir pour nous, on va s'entendre sur une façon de faire du commerce comme ça ensemble. Et là, ça va me libérer pendant la période des sucres. Je vais pouvoir continuer de faire mon travail. Puis ça a fonctionné. Fait que là, on exploite l'érablière, mais on ne bouille pas notre cidre. Fait que ça te permet de pouvoir justement te concentrer sur le club qualité, le club d'encadrement que... Oui, parce que pendant la période des sucres, là, qui commence maintenant du 1er novembre au 1er juin, c'est ça? Ça ressemble à ça, ouais. Ouais. Fait que moi, je visite les érablières des étudiants parce qu'ils sont en stage, fait je vais vérifier comment va leur stage puis si leur apprentissage se fait bien. Puis ensuite, comme je m'occupe d'un club d'encadrement technique, il y en a qui m'appellent et disent j'aimerais ça que tu viennes voir ça. Je suis pas sûr aujourd'hui là, de mon osmose, de peu importe le sujet. Ça fait que ça fait en sorte que je suis vraiment pas disponible. Fait que moi, dans le fond, quand j'ai fini d'entailler ma dernière entaille, je disparais, puis je reviens pour laver les tubes. Fait que là, j'ai du monde qui s'occupe de faire les fuites, j'ai du monde qui s'occupe de bouillir. Fait que là, de temps en temps, je leur demande de me faire un peu un bilan. Ça va-tu bien, ça? Ça doit être quand même assez déchirant parce que t'es quand même axé beaucoup sur le rendement avec le club. Fait que là, tu peux Oui. pas t'occuper toi-même. Fait qu'il faut que tu fasses confiance beaucoup. Non, mais ils ont inventé le monitoring. Oh, oui. Fait que- Ça fait que là, je vais pouvoir regarder justement c'est quoi les niveaux de vacuum qu'il y a dans mon réseau et je vais appeler la personne responsable des fuites, qui est mon épouse, puis de dire bonjour mon amour, Ça marche pas. comment vas-tu ce matin? Oui. Penses-tu aller voir le main numéro 4? C'est ça. On a une bonne entente. Là, ta réponse, je l'avais vue et je vais y aller. C'est ça. Oui. Probablement. Elle Oui, aussi, j'étais en train de m'habiller justement. J'avais mes raquettes. Ouais. J'étais Oui. prêt à y aller. Mais si on t'amène sur, justement, côté club d'encadrement, là, c'est quoi les offres de services, en fait, que tu fais aux entreprises qui s'inscrivent dans le club d'encadrement? C'est quoi que le club amène, finalement, aux érablières qui s'inscrivent au club? Une personne qui va s'inscrire au club, il y a de tout. J'ai du monde qui ont 1000 chaudières, puis j'ai du monde qui ont 100 000 entailles. Fait que toutes les grandeurs d'entreprise, on va leur donner du service. Ce qu'on leur offre, c'est qu'avec les années, l'offre de service a changé. Là. Si on parle de maintenant, là, on fait principalement du service de groupe.
C'est la première chose, parce que il y a tellement, on a presque 300 entreprises qui sont inscrites au sein du club. Fait que ce qu'on va leur offrir, c'est plusieurs activités par Zoom où ce que là, il y a des soirées qui sont identifiées. On va dire, tel soir, à telle heure, on va parler de tel sujet. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous brancher. Fait que des fois, on a 50, des fois, on a 100 personnes selon le sujet. Puis comme les soirées sont enregistrées par les jours qui suivent, ils peuvent demander un lien pour le réécouter s'ils l'ont manqué. Fait que ça, j'ai du monde qui sont membres du club depuis la première année. On a commencé en 95. Puis là, on est en 2025, 30 ans. Pourquoi ils sont encore là? C'est parce que les choses changent. Autant on était certain de notre coup à un moment donné que c'est comme ça qu'il faut le faire, Ouais. que autant aujourd'hui on est capable de démontrer que c'était peut-être pas la meilleure façon, mais on sait pourquoi, et maintenant voici comment on devrait le faire. Fait que les gens ils restent membres pour être à jour à mesure que les choses évoluent. Fait que ça, c'est un service. On va aussi offrir la possibilité de se joindre à nous quand on fait des journées terrain. Quatre fois par année, on organise des visites où on va cibler un endroit où on pense que c'est une bonne place là, pour créer des bonnes discussions. On invite les gens. Fait que là, encore là, il y a de 50 à 100 personnes qui vont se présenter sur le site. Puis là, cette journée-là, on visite la cabane, la forêt. On discute avec qu'est-ce que les gens ont fait comme modification. Puis les gens retournent chez eux inspirés. Des fois, ils disent c'est exactement ça que je veux faire. Ou non, ça me convient pas, mais je suis content de l'avoir vu. Puis peu importe le projet, tu sais, construction de nouvelles cabanes, moi je suis allé en visiter justement avec le club avant de bâtir chez nous parce que ça donne des idées, là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que, tu sais, j'ai suivi, j'ai demandé des conseils, on a, tu sais, fait que, puis où tu veux changer ta bleue, tu veux, quelqu'un qui a jamais fait de l'aéro, il veut de l'aéro, puis là tu vas d'un secteur, fait que ça c'est la force du groupe qui est intéressante. Oui, puis avec un aussi grand groupe et aussi avec du monde aussi, je pense qu'avec les années, les gens ils ont compris qu'il n'y avait pas à être gêné. C'est soit qu'ils vont se permettre de poser des questions, ou soit qu'il y a des gens qui vont se permettre de répondre aussi. Des fois, on va assister à des rencontres où ce que les gens ils restent sur leur position, ils veulent pas partager parce que c'est pas ça qu'ils voulaient faire aujourd'hui. Là. Tandis que là, ces journées-là, là, c'est identifié comme ça. Aujourd'hui, on échange. Puis là, waouh, là, il y a toutes les possibilités sont là, tu sais, à cause de la diversité du monde puis la diversité des expériences. Là. Moi, c'est ce que j'aime de ces sorties-là. Tu vas là, tu rencontres des producteurs, ils ont fait des erreurs, ils ont fait des bons coups. Puis souvent, tu es capable d'échanger avec eux autres. Là. Il y a 50 personnes. Fait que tu te mets à parler d'un sujet, ça part, puis tu dis hey, moi, je voudrais faire justement telle installation chez nous. Les héros, l'autre, tu dis hey, ça n'a pas fonctionné. Ou t'es bien mieux d'apprendre des erreurs des autres que de les faire toi-même. Moi, c'est ce que je vois dans le club. Sans dire que tout le monde fait des erreurs, il y en a tout le temps une pareille. Tu fais une cabane neuve, il y a quelque chose que tu n'aimes pas, la personne te le dit, mais t'évites de faire ça. Puis c'est plus simple. Puis moi, pour être membre du club, c'est ce que j'aime, en fait. C'est de la rencontre entre les producteurs. Les cours, oui, mais à un moment donné, quand tu as suivi 2, puis 3, puis 4 fois la formation d'entourage, ben, à un moment donné, je pense que tu te fais ta recette, puis ça va pas pire. Mais la rencontre avec des nouvelles personnes, ben ça, c'est. Il y a tout le temps de quoi aller tirer là-dessus. Puis ça, c'est là qu'on s'améliore beaucoup. Puis on visite divers sites. Je te pour dire, on en parlait tantôt. Effectivement, on en parlait tantôt, mais on visite divers sites. Fait que, tu sais, un site performant dans une région n'aura pas le même rendement qu'un site performant ailleurs. Fait que, ce qui est beaucoup véhiculé, puis qu'on échange beaucoup, faut dire aux gens, ben va, tire le maximum de ton terrain de jeu. Le reste tu peux pas rien faire. C'est ton terrain de jeu. L'autre à côté qui est dans 8 villages plus loin, et il va peut-être faire plus ou moins, mais il va peut-être faire le même effort que toi. Là. Fait que ça, c'est important de partager aussi, puis de discuter avec les gens. Puis Oui, puis le groupe est capable. Je suis capable d'avoir les rendements réels de nos membres. Fait que quand une personne se joint à nous ou se pose la question, j'ai-tu vraiment fait un bon sucre cette année ou est-tu juste moi que ça n'a pas marché? Ben, je peux le comparer avec des comparables proches, dans des conditions similaires d'exposition aussi. Là. exact. Fait que là, on oublie que si je pars on est dans Bellechasse, là.
puis Dorchester. Fait que quand que je pars du fleuve à Beaumont, puis que je monte jusqu'à Saint-Magloire en haut, il y a vraiment une grosse dénivellation. La majorité du temps, on est exposé au nord. Les expositions sud sont peu fréquentes. Et on est dans la zone où le vent du nordais est très puissant. Là. Ici, là, le vent, il arrive du Mont-Saint-Anne, puis ça rentre à Pointe-de-l'Île, puis ça vient ici. Puis quand je traverse le pont de Québec, puis que je m'en vais vers chez vous, là, le nordais ne fait même pas partie du vocabulaire. Bon. Tandis qu'ici, c'est le vent froid impressionnant, là, où ce qu'on a notre tuque, on dit aujourd'hui, il manque 1 degré. Ça coulera pas, Oui, malheureusement. Puis là, si on a le malheur à vous parler, vous autres, là, l'autre bord du pont de Québec, là, dérange-moi pas trop longtemps. là, ça coule Il beaucoup, fait là. 0,1, puis finalement, ça coule quand même. Ben, chez David, ils vendent pas. Ça, déjà, en partant, Ouais, David, ils vendent pas. ils vendent pas. Il est dans le creux d'une vallée, mais nous autres, c'est l'ouest. Oui. À Leeds, s'ils vendent de l'ouest, c'est là qu'on meurt. Mais ils vendent tout le temps de l'ouest. Et- Fait qu'imagine s'ils vendaient du nordais, on ferait des sucres terribles. Ici, quand ils vendent de... Ah ouais. Eh ouais. Ici, quand ils vendent de l'Ouest, on va dire, aujourd'hui, il y a du potentiel. Ah, Quand c'est ils ça. vendent de l'Est, il fait froid, puis fait que là, c'est très différent. Puis on va descendre à Saint-Georges-de-Beauce. Eux autres, ils ont un vent du sud pendant la saison. Là. Fait que, wow, là, fait que chaque région est différente, puis c'est difficile de se comparer, puis il faut choisir à qui on se compare, pour pas être déçu, puis pour avoir la réalité aussi. Là. Vraiment. Puis si on en revient au rendement, parce que l'intérêt que j'ai dans la sériculture, c'est de pousser au bout de mes érablières. La clé du rendement. J'avais jamais remarqué. Non, c'est ça. La clé du rendement, selon toi, tu sais, quand t'enseignes ça, c'est quoi? Tu sais, il y a des secrets, là, ou ben, c'est pas des secrets, en fait, c'est pas caché, mais où le monde manque leur rendement le plus, c'est comment que ça se passe? Une année, là, moi je reste dans le premier rang à Saint-Gervais, il commence, ça s'appelle le rang de la montagne à Sainte-Ancienne. Là. Il y a eu une année, là, où dans le même rang, là, pendant, mettons, 8 km, tu as du monde qui a fait 3/4 de livre, une livre et demi, 3 livres, 4, 5, puis 6 livres. Même exposition, même vent, même météo. Même type de sol, des érables qui se ressemblent vraiment. Fait que là, tu dis, OK, là, on va éliminer l'exposition, puis le vent, puis tout, là, c'est tout pareil. Fait que là, ça devient des connaissances techniques, là. Il faut que tu comprennes la base pour savoir. Quand on l'enseigne, on dit les 3 principes de base, là, c'est la gravité. Chaque pied de tuyau que tu vas installer, que ce soit un main ou un 5-16, il y a de la pente. C'est pas négociable, c'est pas négociable. Après ça, le deuxième mot, c'est l'étanchéité. Est-ce que toutes les pièces que tu as installées sont bonnes et les as-tu installées de manière à ce qu'ils soient étanches? Faut pas qu'ils rentrent d'air dans le réseau. Fait que ça, là, c'est vraiment beaucoup de travail parce que il y a des pièces qui semblent bonnes. Fait que là, ces 2 choses-là. Puis la troisième, elle a pris bien du temps à arriver. Puis parce que c'est la propreté. Parce que la plupart du monde, si on recule d'il y a 10-15 ans, là, cette année, là, j'ai eu un très bon rendement là, dans mon nouveau secteur. Du Bourgneuf, c'était connu. Je faisais pas de lien avec On pourquoi mon nouveau secteur a été meilleur que l'autre. Le lien, il avait été décrit comme c'est ta première année, tes morceaux étaient plus étanches. Ouais, oui, parce qu'on a connu Ouais, aussi parce qu'on a la connu- réglisse qui virait. Là, C'est vrai que la réglisse était, elle venait lousse, puis que là, on avait des fuites d'étanchéité. Mais là, avec du bon tuyau, tu es capable d'être étanche pendant plusieurs années. Fait que là, c'est là qu'on a fait le lien entre, hey, la première année, c'est pas juste étanche, c'est aussi propre. Puis là, ben, ça a pris vraiment beaucoup de temps à ce que ça devienne officiellement accepté. Il y a eu de la réticence pour ça. Puis là, j'ai choisi mon mot, là, de la réticence. Les gens n'étaient pas prêts à accepter qu'il pouvait avoir un lien entre la propreté et les rendements. Ben, si tu n'es pas prêt à faire ce pas-là, ben, moi, pendant 20 ans, de 1995 à 2015, la moyenne, là, c'était 2 livres. 2 livres et quart. Au tube, avec du vacuum.
C'était ça, le potentiel. Fait que là, on disait, là, il en sortait un là, qui s'en sortait mieux. Là. Mon père se faisait traiter de menteur, mais mon père, tu disais, il passait l'automne à redésinfecter les chalumeaux, C'est ça. Oui. puis tu sais, il redésinfectait tout, mais c'est ça, mais il se faisait traiter Ouais. de menteur. Puis oublie pas que ton père, il dénudait les bouts de réglisse qui avaient commencé à se laquer pour les rentrer avec un bout de plus frais. Ouais. Fait que il y avait de la pente parce que tu as du terrain qui est propice pour ça. L'étanchéité, c'était une priorité. J'étais dans le bois. Quand j'avais fini, je disais, j'ai fini. Retourne-y. 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 Puis la propreté, on est venu tranquillement, mais elle a été bien dure à faire accepter comme étant un facteur. Fait que là, les personnes qui vont appliquer les trois, là, maintenant, là, c'est là que ça fleurit. Là. Tu dis, OK, c'est ça mon vrai potentiel. Quand les trois sont enlignés. Tu sais, excuse, Mike, Puis dans tout vas-y, je vais le prendre, puis tu continueras après. Ouais, vas-y. Dans tout ça, t'as pas parlé du vacuum comme tel. Moi, c'est une des choses qui m'a marqué le plus quand j'ai embarqué dans le club. Moi, je m'enlignais sur un projet, là, mettre des pompes qui coûtaient 45 000 $, puis on investissait. Puis la dernière affaire que j'ai entendue que tu m'avais dit, c'est « Fais pas ça, ça donne rien ». J'avais une liste de travail à faire qu'on avait sorti avant d'arriver aux pompes. Puis ça fait 11 ans, 12 ans là, qu'on est en exploitation. Puis ça fait plus que 20 ans que je travaille dans cette rabière-là. Je suis pas encore rendu à changer les pompes. Ça fait qu'on a une liste là, de justement juste la propreté puis la gravité. Ça a de l'air simple, mais ça ne l'est pas. Ça fait puis trop propre, on a vécu des années où on s'amenait d'autres problèmes. On s'amenait du bourgeon. Fait qu'on a trouvé le niveau entre les deux a été quand même complexe. Mais tout ça pour dire que la pompe vacuum, c'est pas là que ça se passe. Elle arrive en dernier, puis c'est vrai, moi aussi, ça m'avait frappé parce que là, tu sais, tout le monde, là, c'était comme la mode, il faut monter vacuum. Fait que là, tu commences à regarder ça. Là, non, fais ça. Puis effectivement, tout est totalement vrai. Puis moi, ce que je voulais dire, ça en lien avec ça, c'est que tu parlais, chez vous, tu as de la pente. Fait que moi, au début, quand j'étais jeune, il y avait de la pente. Mon père n'a pas besoin de tuteur, on a de la pente. Puis là, j'ose un peu, d'un coup, mets des tuteurs pareils au palais. Parce que même si tu as de la pente, il finit par faire ça. Puis là, quand j'étais jeune, des fois, voir l'eau rentrer par coup, là, OK, il rentre une grosse shot, là, t'es quasiment fier. Là, quand tu vois de l'eau rentrer par coup à cette heure, là, tu te dis, hey, j'ai un problème. Fait que des tuteurs à grandeur, même si tu as de la pente, moi, ça a été un gros plus aussi. Là. Fait que si une personne arrive avec nous puis que c'est sa première année, on retourne à la base. Exact. Commence par la gravité. Déjà, des fois, on le perd pour 2 ans. Il y a de l'ouvrage. Ensuite, l'étanchéité, ça, c'est dommage parce qu'il y a des pièces qui ont été posées récemment. Puis on dit, il faudrait changer ces pièces-là. Déception. Ça, c'est de l'ouvrage. À date, là, c'est du temps. Il n'y a pas beaucoup d'argent. La grosseur des mains. Et après, on va regarder effectivement si le design était correct. Puis là, si on s'aperçoit que c'est sous-dimensionné à des endroits, on va aller corriger les diamètres. Parce que mettons que les broches ont été tirées aux bons endroits, les pentes avaient été bien lues. Peut-être qu'il nous reste à grossir certains diamètres pour être capable de prendre tout ce eau-là, puis garder son niveau de vacuum en pleine coulée. J'ai sacré 3 mains à terre qui avaient 3 ans. T'es flambant en un. Oui. T'es trop petit. Trop Sac petit. ça à terre, on met du plus gros. Tu m'avais parlé, hein, tu l'avais essayé. Les vacuums baissaient en pleine grosse coulée. Essaye d'ouvrir la main au bout, puis les vacuums ont remonté. Ils remontaient. Ça pas de suite. ça fait mal, ça, dans ce C'est temps-là. louche. Ouais, C'est louche parce que t'es trop étanche. Pas trop étanche, t'es sous-dimensionné. je mentionnais, puis aussi j'ai des cassés. J'ai des cassés de pente. Ça l'aide pas, ça crée, ça fait. Turbulence. Ouais. Mais moi, je le vois, j'ai des mains transparentes. là. J'avais vu du fumé, là, puis tu vois vraiment, là, dans ces places-là, la vague d'eau qui se fait, puis des fois, c'est un bouchon comme dans un 5-16. Puis là, t'es mort. Moi, du même pouce, j'en ai à peu près plus. Parce que les grosses coulées m'ont amené ça. Ça amène d'autres problèmes. On gère après, l'eau réchauffe plus dans les gros tubes, sauf que du pouce, dans les grosses coulées, chez nous, ça amenait toujours une baisse de vacuum. Et puis, je manquais un peu Parce que la manière qu'on installe, on a des fortes pentes dans les rabières, mais on installe les mains avec du 2-3% de pente parce qu'on vise à avoir les 5-16 qui montent à cette heure. Ça amenait des problèmes de manque de pente et de sous-dimensionnage. Mais ça, c'est la manière qu'on installait nos mains. Là, on l'a compris depuis le temps. Mais on est encore en évolution. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on pense qu'on a la bonne recette. Mais je pense qu'il faut rester ouvert à changer la dite recette parce que
on parle à quelqu'un d'autre, oh, j'ai atteint un peu plus de rendement, j'ai réussi ça, puis là, ben, si tu restes ouvert, ça peut amener à beaucoup, là. Je suis rendu à la 4e rénovation de mon réseau de 2006, là. Puis à chaque fois, là, j'étais convaincu qu'il était J'avais comme la ça. bonne recette. C'est de même. Puis là, maintenant, il arrive une coulée exceptionnelle, tu vois tes vacuums baisser, puis là, tu dis, non, c'est pas encore ça. Non. Fait que oui, il faut aller corriger, puis il y a des nouvelles plus d'eau, il y a des nouvelles réalités. Et tout ça sans nécessairement avoir la dernière pompe, comme tu as dit, avec les très hauts vacuums, là. Et à chaque année, si je vais voir les gens qui ont les plus grands rendements dans le club, là, ils sont pas à 28,5. Là. Euh, le vacuum t'as le vacuum maximum, puis tu as le vacuum optimum. Mm. Puis l'optimum, la pompe, elle va bien, ton relâcheur va bien, les sellettes au TT en selle, ils sont plus étanches. Si on était toujours avec le vacuum maximum, dans le but de avoir des rendements encore plus élevés, c'est juste théorique, ça. Dans la réalité, les composantes qui nous sont vendues à ce moment n'ont pas été conçues pour ça. Ça amène d'autres problèmes. Mais la discussion qu'on a là, est possible parce qu'on s'en est parlé d'avance, souvent, puis des fois ça fait mal. Mais là, aujourd'hui, on s'en parle, puis on a l'air de l'accepter. Là. Ça fait pas mal si tu viens pas de mettre 50 000 sur une pompe vacuum. Oui, c'est ça. Si tu viens d'acheter une pompe vacuum, puis que tu te fais dire ça donne rien, puis ta vieille de Laval à 2000$, ça fait un job. Oui. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça pas fait mal. mal. Puis Puis, la misère à vendre 500$. c'est ça. Puis à cette heure, c'est drôle, le monde s'en débarrasse plus. Oui. On envoyait sur Internet, j'en ai ramassé moi, des pompes, là, une puis un autre. Les brisés, on les réparait pas. On en mettait un autre, c'était moins cher. Parce que le monde les débarrassait. Aujourd'hui, je pense que ça a été au moins. Il les garde en spare. J'espère. C'est déjà pas pire. Là. Les érables aussi, là, tu sais, on parle des composantes, mais chez nous, là, j'ai de la grosse érable creuse. Là, j'ai bien beau les couper, là, j'en coupe, là, mais je peux pas toutes les couper en même temps. Là, fait que là, Coupe-les, on va te suivre mieux. Ouais, j'en ai deux. Hey, tu sais que j'ai fait un gros tas, là, mais tu sais, j'en ai coupé pas mal, mais tu peux pas toutes les couper d'un coup, tu vas faire des trouées. Fait que ça, faut que tu vives avec ça. Là. Le gars qui a une érablière vierge, avec de la belle érable, mettons, ça de grosse, qui joue là-dedans, puis qui est. Et lui, il peut le monter le vacuum en fonction des composantes. Son érable, moi, je vais chercher du vide. Fait que faut que tu sois conscient du terrain de jeu que tu as. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir des jeunes érablières. Ils en taillent toutes du 8 à 14 pouces. C'est ça qu'il y a. Là. Ben sain, pas de fente, pas de creux. Ça, c'est plus facile à étancher. Ben oui. Mais comme moi aussi, j'ai de la grosse érable comme toi. Là. Puis on peut pas toutes les couper. On en va chercher une de temps en temps. Puis là, pour pas faire de trouées de lumière trop importantes trop vite, mais ceux-là, ils sont bien plus durs à être étanches. Puis, En temps de l'échelle. Puis... oui, mais je parle juste de la préparation de la surface. Oui. Tu sais, quand tu as ça d'épais et d'écorce, là, il y a toutes sortes de façons d'approcher ça. Là. Puis là, dépendamment de l'outil que tu vas utiliser pour entailler, quelle préparation de surface je vais faire pour que le chalumeau que j'ai choisi fasse un joint étanche dans cette affaire-là qui est pas facile. Fait que là, puis pourtant, dans l'autre à côté de 12 pouces, là, je suis le meilleur entailleur au monde. Exact. Puis celle-là, là, la responsable des fuites, va dire. L'entailleur n'a pas été bon. L'entailleur n'a pas été bon avec celle-là. là. Ouais, mais c'est ça, il y a un paquet de critères qu'il faut que tu sois conscient. T'as parlé de gros rendement tout à l'heure, puis là, vu que t'es dans le club, je vais te le demander, David, bon, je sais, ça produit quand même beaucoup chez eux, là, mais le plus gros rendement à l'entaille que t'as vu, tu sais, au Québec, là, aux États, on sait que... Au Québec, 10 livres, c'est possible, on l'a vu, puis réel par du vrai monde. OK? Fait Des que- membres du club. Des membres du club. Fait que Qui ça, veulent pas être nommés. qui veulent pas être nommés, mais qui sont capables de le répéter. Ça n'a pas été une chance. Fait que là, je connais du monde qui sont capables de le faire et de le répéter. Ça veut dire que la tubulure n'est pas neuve, mais ils ont été capables de l'entretenir et de la garder propre pour être capables de le répéter. Si on sort du Québec, où ce que là, on va aller chercher... Pourquoi ça coule plus qu'ici, là? C'est simple, il faut que les arbres soient cernés avant que ça commence à couler. Fait que mettons là, que je m'en vais à Granby.
puis qu'ils ont 4 pouces de neige quand ils entaillent, puis que quand ça commence à couler, la neige, des fois, est déjà partie. Fait que eux autres, la première coulée est bonne. Chez toi, ben, tu as un penchant sud, tu as beaucoup de neige, mais maintenant, ça s'en va. Ça va, ouais. Mike, il y a des différents sites, il y en a qui se dégagent en dernier. T'avais combien de différence, juste parenthèse, entre ton meilleur et ton pire? Moi, cette année, entre mon meilleur et mon pire, c'est 3 livres et demi à l'entente. Tu sais? On a fait 7 livres et demi sur le meilleur, puis on a 4 livres sur l'autre. Fait que c'est pour dire, c'est les mêmes entailleurs, mais la tubulure est plus récente sur le moins bon site. Les cernes se font bien plus vite, c'est chaud, puis c'est meilleur. Parce que... Ça vient de cerner, là, dans le mois de juillet. Ouais, mais C'est là, pas non, compliqué, c'est ça, c'est- exact, en haut de mon radar. C'est fret, c'est des pommiers, les arabes sont pas belles, mais on a réussi à faire 4 livres là, qui me rend aussi fier que faire ce livre. Ben oui, ben oui. Tu sais, c'est ça, la différence est marquée. Il faut juste comprendre les biens qu'on a. Fait que si je pars de Saint-Camille en haut ici, là, Saint-Camille, c'est le début de la Gaspésie en termes d'érablière. OK? Parce que jusqu'à Saint-Cyprien puis Sainte-Justine, j'ai un peu d'air chaud. Là. Mais à partir de Saint-Camille, là, c'est un autre pays. L'altitude puis l'emplacement va faire que le potentiel il est plus bas. Là. Le potentiel il est entre 3 et 4 livres. La personne qui va faire 4 livres et demi, 5 livres une fois, là, on va aller la voir, c'est le fameux penchant sud, pas de vent, qui va s'être cerné plus vite. Mais ils ont beaucoup de neige. Fait que, mettons que tu pars avec 5 pieds de neige, puis là, il faut que tu attendes de voir le pied de l'arbre avant que ça coule. Là, les pages du calendrier virent. Fait que tu manques février, tu manques le début de mars, puis là, ça commence à couler le 26 de mars, mais ça dégoûte. Puis là, ta première vraie coulée, c'est le 10 avril. Le 10 avril, là, après, les gens ils disent « Hey, ça coule beaucoup », mais tout ce que tu n'as pas eu, tu ne l'auras pas. Si je me retourne à Granby, eux autres, ils ont eu ces petites coulées-là en janvier. Ouais. Puis en février, ça s'est cerné, puis en mars, c'était plein de tuyaux. Si je traverse les lignes, puis je m'en vais en Ontario ou dans les États américains, ils entaillent ces feuilles. La première journée, il n'y a pas de neige. Fait que, moi, je pense que pendant plusieurs années, le monde ici il disait ça prend de la neige pour faire du sucre. Là. Mais ça, c'était juste une vision d'expérience des gens. C'est comme, mettons, notre grand-père, il disait on va traduire sa pensée. Là. J'ai toujours vu qu'il y avait de la neige avant qu'on fasse le sucre. C'est plus ça. Mais en même temps, mon arrière-grand-père disait quand il y a bien plein de neige, t'as pas de misère à ramener ton sirop. Fait que, tu sais, les gros hivers à neige, normalement, c'est rare que tu fais des. Ça prend trop de temps. Il y a trop épais de neige. Fait que là, si on se déplace vers l'est, puis qu'on s'en va vers tranquillement vers la côte du sud, le Bas-Saint-Laurent, puis la Gaspésie, il y a toujours de la neige. Fait que le départ est toujours lent. Puis, moi, un de mes grands-pères avait une érablière dans le Témiscouata, puis il y avait plusieurs années où il ne faisait pas de sucre parce qu'il n'était pas capable de battre le chemin avec le cheval. Fait que là, il dit oui, j'ai une cabane à sucre, j'ai des chaudières, mais on va tuer le cheval. Fait que là, il dit cette année, il y a trop de neige. Et s'il entend qu'il ne pourra pas remonter les chaudières, mais que ça l'aille fondu. Ouais. Puis, même à Saint-Gervais, dans les premières années que j'ai habité ici, il y avait encore plus de chaudières à cette époque-là. Puis il y a du monde qui sautait un tour, dit cette année, il y a trop de neige, ça n'a pas d'allure. Je sortais mon bois avec un cheval, moi, puis un moment donné, il sautait comme un crapaud pour faire un chemin dans le champ. Il y avait 1 kilomètre de chemin dans le champ avant la forêt, là. Puis là, quand on descendait, le chemin était rempli de neige, puis le cheval, il se virait, puis il me regardait. On peut-tu laisser faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, t'arrives en Ontario, j'ai un producteur que j'ai rencontré un moment donné, dans le coin de Sandbanks, là, Prince Edward County. Les mains sont à hauteur de nos genoux parce que ça travaille bien par en bas. Il dit, moi, je fais 0,3 à 0,4 livres à l'entaille par jour. Par jour. Les Arabes sont magnifiques. Ils ont 20 pouces, c'est lisse comme nos plaines ici, mais c'est de l'arabe à sucre. Puis le trou de l'année passée, cherche-le pas, tu le trouveras pas. Ouais. Il est fermé. Mais je suis arrivé là, il y avait une grosse bouilleuse à l'huile, là, une grosse affaire. Je dis, t'as combien d'entailles, coudonc? Je n'ai 8000. Mais 8000 d'entailles là-bas, c'était l'équivalent d'un 40, tu sais, l'équivalent d'une bouilleuse d'un 40 000 entailles ici. Mais il dit, je manque pas une coulée, ça, par exemple. Il dit, là, si t'en manques, t'es mort. Il dit, ça durera pas longtemps. Mais il dit, à 0,3 par jour, on s'en va là-dessus, puis ça dure. Ça doit pas durer éternellement. Ben, ça gèle une fois 4-5 jours. Ils disent, on pompe, après ça regèle, puis il dit, après ça, c'est fini. Ouais. Mais j'ai jamais vu plus que 10 pouces de neige. Il dit, s'il y en a plus, à fond.
Puis Ouais, tu c'est tu n'avais parlé maintenant dans une formation, c'était un peu pareil aux États. Fait qu'ils ils ont un autre. T'écoutes un football à Buffalo, là, ils vont tous mourir, puis 2 jours après, elle est fondue. Il n'y a là, plus ça rien, neige. il y a C'est plus ça. rien, exact. Ouais. Mais je relisais mes notes dernièrement des premières années du club. Des gens qui sont encore avec moi, là, quand ils ont commencé, là, ils étaient entre 3/4 de livre puis une livre et quart. Fait que, il y avait des années à 3/4 de livre. Là. Ouch. Puis là, la personne avait 20 000 en taille, mais elle chauffe des camions, tu sais, parce qu'elle ne peut pas vivre de ça. Non, tu vis pas de ça. Puis là, tu vas dire, OK, on est parti de là, là. Puis le voisin au Chaudière faisait autant, mais sans l'investissement. La première année que mon père s'est installé à Tibleu, dans les années 70, il a fait moins de sirop qu'à la Chaudière. Et c'était des mains d'une demi. Dans les grosses coulées, là, il enlevait le chalumeau à la dernière chute la plus haute, là, puis ça y pissait dans la face. Oui. Là, tu dis, l'investissement n'a pas été terrible. Là. Il y avait toutes sortes de manières. Moi, j'avais travaillé pour un producteur, ça fait 20 ans. Là. Quand ça coulait trop, il fermait le vacuum. Là. Il enlevait le couvert du relâcheur puis il le laissait renverser en disant au moins ça ne brisera pas ma pompe vacuum. L'eau passait par-dessus. Ouais, puis il y en a qui laissaient le bassin ouvert la nuit parce c'est qu'ils ça, ne voulaient pas avoir trop d'ouvrage le lendemain, mais là, mettons que c'est pas. Parce que, tu sais, moi, un secret du rendement en tout cas, qu'on a découvert dans le club, ben, c'est aussi d'arrêter d'en perdre de l'eau puis Ouais. du sucre. Désucrer nos affaires plus puis se rendre au bout. On est rendu à la cabane. Là. Désucrer l'osmose, désucrer à la presse. Désucrer à la rauche, Ouais. ça vaut la peine. Là. Dernièrement, en tout cas, on a eu une sortie où tu as amené une autre manière de On va désucrer. commencer à laver notre âge. On va laver plus. Il y a plus de sucre qu'on pensait encore. Pour de vrai. On pensait réussir, mais là, clairement, c'est pas ça. Je n'ai encore perdu ce temps. Oui. C'est ça. Pourtant, je l'ai C'est pour fait. ça que je fais pas de sirop, David. Non, mais peu importe la quantité que tu fais, tu veux tout le temps aller en chercher le plus. C'est le même ouvrage. là. C'est le même ouvrage. Moi, c'est ça, je dis. Moi, ma blonde, des fois, elle aimerait ça en maudit que des fois, à la fin de la saison, là, cette année, Ça lâche. j'ai appelé Mike cette année. Je dis, ouais, là, ça passe plus. Là, j'ai envie de. Ça passe plus après, je vais arrêter. Là, il me donne un truc. Il dit, hey, je suis en train de te donner un truc pour que tu en fasses encore. Tu me dépasses Tu en encore plus. fais encore plus que moi. Fait que j'ai continué, mais ça n'avait pas été fructueux. là. L'eau était trop contaminée, mais. Ça, je pense que c'est le prochain sujet, le 4e qu'on va ajouter dans nos discussions un jour. C'est que on a négligé avec les dernières années le lavage du réseau comme tel. Fait que on lave les 5-16 puis les chutes, c'est payant, ça coule plus si c'est propre, proche de l'entaille. Ça, on l'a appliqué, là, puis si je regarde le monde qui font beaucoup de sirop, là, les chutes, les chalumeaux, les 5-16 sont propres. Mais on a délaissé les mains. Il n'est pas rare de voir des nouvelles installations de tubulure, là, il y a un bouchon avec un collet au bout. Ça veut dire, ici, on lave pas. Fait que ça marche 2-3 ans. Puis là, après ça, là, le réseau, il n'est pas assez assaini puis assez propre. Puis la sève, elle arrive à cabane, puis là, elle devient difficile. Le bouilleur dit, je suis pas capable de bouillir ça à moins de slacker le feu puis de mettre une tonne d'antimousse. Puis là, il est classé VR4. C'est pas bon pour la paye. Ensuite, la personne qui s'occupe de la presse, elle dit, je suis pas capable de presser ce sirop-là, c'est comme de la boîte. Puis l'osmose, il plante, il est en difficulté importante. Puis le goût, il n'est pas là. On a de plus en plus de goût suri qu'on n'avait pas avant. Ça, c'est un nouveau goût. Tout ça est lié à la propreté. Fait que, avant nous autres, là, ou quand on était petits, là, le monde, il lavait avec de l'eau de javel, avec de l'eau puis de l'air, puis en poussant. Aujourd'hui, on rit de ça, là. Mais il reste qu'on lavait. Puis souvent, le monde il disait trop fort, casse pas, là. Ouais, la dose. L'eau de javel, là, elle sentait, tu sais. Puis le linge, puis la peau pleumait, là, tu sais. Mais la peau pleumait, le linge était décoloré, mais les tubes étaient propres. Puis ça nous permettait de faire la saison sans les filants, sans le suri, puis ces choses-là. Avec le temps, on a délaissé tranquillement, puis il y a du monde, là, qui lave plus. Fait que ça leur amène des pertes monétaires de rendement parce qu'il y a des sirops qui ne peuvent pas produire. La sève rentre, ils ont essayé de bouillir hier, il n'y a rien qui a marché. Ils ont brûlé des pannes d'osmose de boucher, puis ça a fini par être filant de toute façon. Fait que ça en est une perte importante. Puis Mike, il l'a dit tantôt, trop laver ne marche pas. Les sirops, ils sont tristes, puis
ils n'ont pas de personnalité, ou le bourgeon, il Le goûte fort. bourgeon embarque tout de suite. Fait que ça, on l'a essayé de trop laver, ça marche pas. Ah, ça, on était bon là-dedans. On était... Ouais. Oui. Quand tu vas faire du bourgeon, là, c'était pas dur. Là. En remarque, on n'est plus capable d'en faire aujourd'hui. Non, Je comprends pas pourquoi. mais je pense que j'avais battu le record. En 2012, c'était 50%. C'est ça que j'allais dire. 2012, même affaire. L'autre fois, le Ouais. classement, là, c'est 50% de bourgeons chez nous aussi. Félicitations. Ça n'avait pas d'allure. Tu fais, Fait que- Puis on s'était pas appliqué, là, ça sort. Ouais. Mais ça, c'était les années où on l'avait le mieux. Ouais. Là, après, on a slacké pour pas revivre ça. Puis on a comme. C'est un balancier, on vit de même, là, on a exagéré, là. Puis on lave plus assez. Puis là, on a des problèmes de gestion de sève. On l'a pas charrié encore, là. Fait que là, je pense qu'on va se recentrer, là. Puis on va dire, trop laver, ça marche pas, mais pas laver, ça marche pas. On va apprendre à laver comme il faut pour que la sève, elle soit de qualité, pour qu'on soit tous capables de la bouillir jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Moi, un des gros problèmes que je vois, puis dans le club, j'en parle au monde, c'est de vouloir sauter des journées de bouillage. Tu sais, il y a souvent la volonté, tant qu'à bouillir, on va bouillir une journée pleine, sauf que tu n'es pas équipé pour le faire. Si tu n'as pas de beau tank réfrigéré, si tu n'as pas réussi à garder ta sève, tu t'attires des problèmes. Moi, en tout cas, je sais que les gens t'appellent, mais les gens m'appellent aussi beaucoup, puis ils m'écrivent, puis hey, ça presse pas, qu'est-ce qui se passe? T'es-tu filant? Puis là, du filant, 4e journée, 5e journée de sucre, là, il s'en fait beaucoup. Là. Puis ma question, c'est tout le temps, t'es sûr que t'es pas filant? Puis la réponse, c'est souvent oui. Ça fait que moi, quand j'arrive à ça, ça fait, oui, mais qu'est-ce que t'as fait? Ah, mais j'ai gardé ma sève. Ah, je l'ai concentrée, puis je l'ai gardée en me disant qu'elle serait bonne dans 2 jours. Et tabarouette. En début de saison, Là, c'est moins tannant, mais oui, ça arrive. Mais en début de saison, j'avais pas trop contaminé, mais en fin de Tes tubes saison. sont propres. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est une Ouais, nouvelle réalité. ok, ouais. Même le début de saison, on l'échappe des fois. Ok, ouais, c'est vrai. Tes mains pas lavées, si t'as des souterrains que ça a été rien qu'à moitié, ça l'a joué là-dedans tout l'été. Ça n'a Ouais. pas gelé, ça là. Non, mais... Fait que tu redécolles avec de la vie dans tes tubes, mais ça donne des affaires bizarres un peu des fois. On l'a vécu, nous autres, d'en faire au début du filant, mais à cette heure, c'est la première chose, moi, quand quelqu'un me demande pourquoi ça file pas. T'es-tu filant? Ouais, je suis filant, ou je suis léger filant. Des fois, c'est pas scrap, Ça mais prend juste un demi-pouce, puis il n'y a plus rien qui marche. il n'est pas supposé coller en début de saison. À la fin de l'année, c'est dur de garder un réseau propre jusqu'à la fin. Mais au début, il y a un méchant problème. Là. Quand tu décolles, ça va pas bien. Là. Vous parliez des services que le club offre. Là. Un des services, c'est qu'on dit on peut goûter vos sirops. Fait que, il y a des gens, des fois, qui nous remettent leur saison quand la saison est finie. Puis on va goûter à toute leur saison. Puis là, on leur fait un rapport pour leur dire félicitations, sauf peut-être pour ces deux-là. Là, t'sais. Mais si c'est les 2 derniers, c'est la fin de saison, on va dire c'est un goût naturel de fin de saison. Tu t'es rendu jusqu'au bout, c'est correct. Par contre, si ça goûte le savon, si ça goûte l'antimousse ou si ça goûte le suri, là, on va dire, on va jaser. Là. Il y a des choses à corriger chez toi. Mais souvent, là, pendant le sucre, il y a des boîtes à galerie. Fait que là, il y a le monde, il passe, là, puis il n'y a pas d'heure. Là, il laisse une boîte avec le nom, un goût de don à ça. Là, parce qu'ils sont pas sûrs. Justement, on évalue s'il y a du filant. On évalue s'il est suri, puis des fois, la personne a dit je suis pas capable de le filtrer. Puis la filtration, là, mettons que mon sirop il est filtré, puis je le regarde au travers de la lumière, là, puis je suis pas sûr qu'il est clair. Là. Ça, c'est du sirop légèrement filant. Il a passé au travers de la presse, mais il y a une texture différente. Là, on l'ouvre, puis on le teste, puis il est filant. Là. Mais on a des meilleures presses qu'avant. Avant, il passait pas dans la presse, là. Mais là, on insiste, là, puis il passe. Quand tu mets 90 livres en arrière, il finit par traverser. Mais Ça, ça, pas le c'est choix. insister. Ça, Puis, tu sais, dans les sirops, tu goûtes aussi. Il y a quelques années, ben, le bourgeon, c'était un enjeu. Là. L'industrie n'en voulait pas, puis il n'y avait pas de marché. Fait que là, on voulait faire goûter pour savoir, OK, on est rendu où dans notre processus. Puis là, on avertit notre eau, on fait quoi? Là, c'est un coup qu'on sait qu'il est bourgeon. Tu sais, moi, j'aère l'eau pour essayer de le retarder pour avoir un meilleur prix pour mon. Mais un coup, je suis tombé bourgeon. Le marché, il l'a, puis on en a besoin. Fait que go. Ça, c'est une grosse amélioration parce qu'il y a quelques années, on se disait si on a de la misère à écouler notre sirop industriel, les prix baissent, puis le moment de paiement est inconnu. C'était inquiétant. Ouais, c'est inquiétant. Mais là, ils ont réussi à avoir des débouchés pour ces sirops-là, puis il en manque. Il en manque. Fait que chaque sirop a son utilité, là, puis
Mais il faut être capable de le bouillir. S'il Oui. renverse puis il brûle. Non, exact, c'est ça. Moi, il y a 2 ans, j'ai atteint un goût que j'avais jamais atteint. Je te l'ai envoyé. Tu me dis, ça, c'est jus de pomme. Tu dis, ah, ok, jus de pomme, c'est quand même. Dépassé. On est loin, là. On est loin, On est rendu loin. mais ça reste qu'on. Ça coulait encore. Moi, aujourd'hui, on se dit que c'est pas. On choisit, en fait, quand on arrête la saison. Ouais. C'est rare que cette année, ça a été un peu différent. Là. Il y a des sites qui ont fermé. Mais on s'est dit que c'est nous autres qui choisissaient quand on arrêtait. C'est plus ça qu'avant ça, c'était. Avant, ça arrêtait de couler C'est parce ça. qu'il rentrait de l'air dans le système, le monde n'était pas étanche, fait que les bactéries. À cette heure, en tout cas, moi, personnellement, chez nous, j'ai jamais arrêté parce que ça coulait plus. là. C'est toi qui as décidé. C'est. Si on veut t'amener sur un autre sujet, on va essayer de faire vite, mais on va essayer d'en parler au moins de la formation en acériculture, parce que tu es quand même un professeur là-dedans. Il y a 2 volets, de ce que j'ai compris, dans la formation. Il y a un DEP classique, puis il y a une reconnaissance des acquis. Et es-tu capable de me faire la différence entre les deux, puis qui fait quoi, puis facilement là-dedans? Ici, à l'école, à Saint-Anselme, une personne peut venir le samedi, puis là, c'est de la formation continue aux adultes. Fait que toute personne au Québec qui désire suivre une formation peut s'inscrire, c'est des cours d'une journée. Fait que là, osmose, évaporateur, tubulure, entourage, n'importe quoi. Fait que ça, c'est des cours d'une journée. Ça, on en donne à toutes les 2 semaines à partir de septembre jusqu'en février. Fait qu'il y a une grande série de cours ici à l'automne. Ensuite, une personne a dit, j'aimerais ça aller plus loin qu'une journée. Là, une personne peut s'inscrire à nos formations à la carte. Ça ne donne pas de diplôme, ça, mais tu peux choisir tes cours à la carte. Je voudrais aller plus loin, mettons, dans l'entourage cette année, puis pour mon osmose. C'est mes 2 points faibles. Bien là, on va lui offrir une formation à distance. Ça va être 2 soirs par semaine pendant quelques soirs. Puis là, quand va venir la saison, on va aller la voir dans son érablière avec ses équipements. Et on va dire, bon, je m'en viens entailler avec vous autres. Fait que là, il va y avoir de la pratique. Puis après ça, je m'en viens, dans notre exemple, là, je m'en viens regarder comment tu opères ton osmose. OK, on fait des correctifs, mais sur place. Ça s'appelle des cours à la carte. C'est bon. Une personne dit, j'aimerais ça avoir mon diplôme au niveau du DEP. Fait que là, on a le cours de base qui est... les gens sont présents ici de septembre à février. C'est 5 jours par semaine. Pendant ces semaines-là, là, la moitié du temps, ils sont dehors. Fait que c'est vraiment... C'est moitié théorique, moitié pratique. Beaucoup de travaux d'installation, du bûchage, du débroussaillage, pour avoir une vision complète de toutes les tâches, mais il faut qu'ils les réussissent aussi. Là. Fait qu'on prend du temps, on l'a. Puis quand arrive le 1er février, chacun va dans une érablière. S'il y en a une dans la famille, on les autorise à retourner dans leur famille. Puis s'ils n'ont pas d'érablière, ben, on leur trouve un lieu de stage. Et là, nous, on va aller les voir 12 fois pendant la saison de production. Fait qu'à 12 reprises, on va aller compléter leur formation sur place. Fait que là, après, ça va leur donner leur diplôme au niveau d'ouvrier acéricole. Et finalement, une personne qui dit, mais moi, j'ai de l'expérience, je pourrais aller plus vite que ça, puis j'ai une vie familiale, je ne peux pas venir 5 jours par semaine. Là, les gens, ils peuvent suivre les reconnaissances d'acquis. Là, ils s'inscrivent, on va leur passer une entrevue. Puis si la personne elle nous démontre que c'est vrai, qu'elle est capable de faire plusieurs de ces tâches-là, on va l'inscrire en reconnaissance d'acquis et là, on va lui donner un cours en accéléré. C'est 2 soirs par semaine pendant 4 mois. Puis c'est 2 soirs par semaine à distance. Ils sont chez eux. Ils n'ont pas à se déplacer. Par contre, il va y avoir 10 ou 12 samedis à l'automne où là, ils vont venir nous démontrer qu'ils ont des acquis. Aujourd'hui, on pose de la broche. Aujourd'hui, on pose des mains. Aujourd'hui, on bûche, on débroussaille, on sort du bois. Il y a 10 journées où ils doivent être présents. C'est ça le plus grand sacrifice. Ouais. Puis après ça, la même chose, à partir du mois de février jusqu'au mois de mai, on va les voir à l'érablière. Fait que là, mais on a toujours, même si la personne était très avancée puis qui était bonne, là, j'ai du monde qui était qui avait déjà une entreprise, qui faisait de l'installation, qui avait une famille, qui ont pris une année pour faire leur formation quand même.
pour aller plus loin après. Là. Puis ces gens-là, ils ont dit, j'ai pris le temps d'aller chercher de l'information, parce qu'on est prisonnier de ce qu'on apprend. Dans ta famille, ton père était bon, puis il t'a montré vraiment des choses excellentes. Puis à un moment donné, tu as parlé à d'autres personnes, tu as dit, Ah, ça, je l'avais jamais pensé. ouais, Puis tu as mis les deux ensemble. exact. Et là, c'est devenu encore c'est toujours comme ça. Hein? On est la somme de toutes les personnes qu'on rencontre. Hein? Exact. Puis d'aller suivre une formation, des fois, ça nous amène plus loin. Ben, merci Joël. Regarde, on aurait pu se parler, je pense, des heures Ah, et des on a heures fait plusieurs heures de facilement. plus. Là, regarde, c'est vraiment apprécié. Puis c'est un parcours très intéressant. Puis je pense que c'est quand même une sommité dans le domaine acéricole au Québec. Là, puis on est choyé de te côtoyer. Fait que merci beaucoup. Je suis choyé de connaître du monde de votre qualité aussi. Là. C'est un grand plaisir que j'ai à travailler avec vous depuis plusieurs années aussi. Ah, ben, merci beaucoup. Merci Joël.